Les aventuriers de l'impossible. Avec Jacques Pradel et Didier Van Kovelaert. Et bonjour à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver avec Didier Van Kovelaert. Bonjour Didier. Bonjour Jacques. Toute l'équipe de l'émission bien sûr, Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui Philippe Duval. Et l'émission d'aujourd'hui, nous allons la consacrer intégralement à un phénomène, alors là, qui porte bien son nom d'impossible. Il s'agit de ce que l'on appelle les personnalités multiples. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité multiple? Alors je vais tenter ma propre définition, puis vous me corrigerez ensuite, parce que vous êtes le grand maître évidemment par rapport à moi, puisque dans le dictionnaire de l'impossible, vous avez consacré un chapitre absolument fabuleux à ces phénomènes qui ne sont pas si rares que cela, on verra dans un instant. Mais pour moi, les personnalités multiples, j'allais dire c'est très simple, non c'est très compliqué. Imaginez qu'il y a à l'intérieur de la même personne, vous, moi, plusieurs moi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces plusieurs moi? Eh bien, ils partagent le même corps, chacun prenant à tour de rôle le contrôle de ce corps de façon plus ou moins volontaire. Et, pour compliquer un petit peu les choses, chaque moi a ses propres souvenirs, sa propre histoire, son âge, son sexe. Donc, on peut avoir à l'intérieur de la même personne des personnalités de sexe différents qui cohabitent, son caractère, ses pathologies. On peut avoir un diabétique, on peut avoir quelqu'un qui est victime de maux de tête extrêmement violents, mais quand il change de personnalité, ces symptômes disparaissent au profit des symptômes qui sont propres à la personnalité du moment. Alors, évidemment, on va parler, Didier Van Kovelaert, de cas extrêmes, il en existe, des dizaines de personnalités dans la même personne. On va parler d'une expérience personnelle que vous avez faite. Vous avez fait une rencontre avec l'une de ces personnes. On les appelle des multiples. D'ailleurs, oui. Ça, c'est les spécialistes qui les ont baptisés comme ça. Ça va plus vite, oui. Bon, alors, et je disais, c'est pas si rare que ça. Non, et c'est surtout beaucoup moins récent qu'on ne le croit généralement. Parce que on va parler longuement de la date clé de la médiatisation de ce syndrome qui est 1973. Mais déjà, à la fin du 19e siècle, le docteur Bourru à Paris, le psychologue Pierre Janet, le neurologue Morton Prince et Sigmund Freud avaient déjà défini ce syndrome face au cas de certains patients qu'ils avaient examinés. C'est-à-dire donc des gens qui sont à tour de rôle, des personnalités différentes, avec non seulement, comme vous le disiez, leur propre histoire, leur propre langage, leurs propres maladies, leurs propres obsessions, et comme si notre corps était une espèce de gigantesque squat dans lequel se réfugiaient ces personnalités étranges. Alors, excusez-moi, mais j'ai une pensée parasite. On peut trouver des fumeurs invétérés, par exemple, et des gens qui veulent au contraire essayer d'arrêter de fumer. Des gens qui sont allergiques au gluten, lorsqu'ils sont habités par telle personnalité, appelons-le Henri. Oui. Voilà, lorsque je suis Henri, je suis allergique au gluten, je mange du pain, j'ai une allergie terrible. Oui. Mais si j'ai envie de manger de pain, je deviens Max. Alors Max, qui lui n'est pas allergique, et il y a même ce cas extraordinaire d'une psycho, c'est un cas très récent, connaissant l'un de ses patients. Et ce patient est piqué par une guêpe au moment où il est l'une de ses personnalités qui est allergique. Donc aussitôt œdème gigantesque et danger d'étouffement. Et alors la psy va l'aider à devenir une de ses autres individualités qui n'est pas du tout allergique, de manière à le sauver, et on voit tout de suite l'œdème qui disparaît. Donc ça paraît complètement fou, mais le dossier médical est gigantesque. Et bien que ce dossier médical soit indéniable, il y a de fortes suspicions que ce syndrome n'existe pas. Alors, on va voir pourquoi tout à l'heure. On va voir pourquoi il existe, surtout pourquoi, puisque les psychiatres, notamment américains, mais je crois que cette sorte de codex s'impose à l'ensemble de la profession psychiatrique à travers le monde, répertorie dans un annuaire les maladies mentales. C'est le fameux DSM, en fait, qui fait l'autorité. C'est le manuel de tous les troubles psychiatriques officiels de l'association des psychiatres américains.
américain. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire pour finir ma phrase, c'est que ces psychiatres américains ont fait entrer à une certaine époque, à cause d'une certaine histoire que nous allons raconter, cette affection, ces personnalités multiples, dans le cadre donc de leur annuaire. Et précisément en 1973. Et c'est un succès de librairie qui a amené ce manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à introduire ce syndrome des personnalités multiples. Sibylle, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, bon, je vais être honnête, non. Alors, pas avant de vous lire, en tout cas. Alors, Sibylle, eh bien, c'est l'histoire d'une patiente, c'est un pseudonyme en fait, ça a été un grand best-seller américain, biographie d'une patiente guérie de ses 16 personnalités différentes par le docteur Cornelia Wilbur. Et ce livre, Sibylle, écrit par Flora Retta Schreiber, publié en France chez Albin Michel en 1974, a provoqué un engouement littéraire gigantesque et une reconnaissance scientifique de cette maladie qu'on avait oubliée depuis Freud et autres, et Charcot aussi, bien sûr, qu'il avait diagnostiqué. Et alors, tout à coup, la reconnaissance officielle de cette maladie déclenche 50 000 nouveaux cas. D'accord, une épidémie, quoi. En quelques mois. Ouais. Alors, on se dit, est-ce que c'est un vrai syndrome, ou est-ce que c'est une imitation, est-ce que c'est psychosomatique, ou bien est-ce que les gens tout à coup se disent, ah mais donc c'est cela que j'ai, c'est ce trouble-là. Moi aussi, je suis victime de ces personnalités multiples que je cachais jusqu'alors. Oui, alors comme je vous ai répondu avec honnêteté que Sibylle, ça me disait rien avant de lire le dictionnaire de l'impossible, je vais donc vous interviewer. Cette Sibylle, donc c'est le prénom d'une patiente, elle a un thérapeute dont vous avez cité le nom. Comment est-ce que cette histoire de personnalité multiple est apparue? Au cours d'entretiens psychiatriques ou d'un traitement psychanalytique? Eh bien, justement, c'est le nœud du problème et de la polémique, puisque donc très rapidement cette psy a été accusée d'avoir provoqué ce syndrome chez sa patiente par hypnose, par injection de faux souvenirs. Il faut savoir qu'il y a un point commun dans par exemple quasiment tous les cas de personnalité multiple, ce sont des mauvais traitements suivis pendant l'enfance. Des viols, des incestes, de la violence des agressions sexuelles. Voilà. Et cela remonte pendant les séances de psychanalyse. À la conscience, Mais est-ce que ce sont de vrais souvenirs ou est-ce que ce sont des souvenirs induits par hypnose de la part du thérapeute? Le docteur Wilbur a été accusé de cela et on va en reparler après une pause. RTL. Les aventuriers de l'impossible. Avec Didier Van Covelart, aujourd'hui nous nous intéressons aux personnalités multiples avec cette question. De quoi s'agit-il? Comment expliquer ce phénomène? Est-ce que les gens qui se sentent ou qui se disent habités par une, deux, trois, quatre, voire plus autres personnalités mentent? Est-ce que ce sont des gens qui veulent faire parler d'eux? Est-ce qu'ils sont authentiquement fous, alliés? Est-ce que ce qu'ils disent leur a été suggéré par un thérapeute? Didier, vous parliez de faux souvenirs il y a un instant, et c'est un des arguments qui a été avancé, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure de cette épidémie, de ces dizaines de milliers de cas qui sont apparus aux États-Unis après la publication de l'histoire de la fameuse Sibylle, il y a eu une autre conséquence dont vous n'avez pas encore parlé, une conséquence juridique et judiciaire, c'est qu'un certain nombre de ces 50 000 personnes qui se sont souvenus brutalement d'agressions sexuelles venues dans le passé, sont allés devant les tribunaux pour attaquer en justice quelquefois des proches, des oncles, des cousins et des pères. Il s'est passé beaucoup de choses dans les tribunaux dans cette histoire, notamment, et on en reparlera tout à l'heure plus en détail, eh bien, tout à coup, une agression commise par l'un des alters. Les personnalités multiples, on appelle chacune d'elles un alter. Un alter. Donc les gens les appellent des multiples et les personnalités. Et à l'intérieur, voilà, le multiple est habité par des alters. Et tout à coup, comme on est un alter, l'autre, comme l'alter ego. Oui, bien sûr. Et
tout à coup, on traîne en justice Jacques Pradel, qui est habité par un alter accusé de coups et blessures sur une autre personne, mais les autres personnalités qui composent Jacques Pradel disent mais nous on n'y est pour rien, donc vous n'allez pas nous juger, nous aussi. Donc vous allez voir tout à l'heure dans quelle logique on entre à partir de ça. Oui, parce que vous avez répertorié un certain nombre de cas que vous n'avez pas inventé. Croustillant. Là, c'est pas le romancier, on est bien d'accord. Non, c'est pas le romancier. Le romancier pourrait vous dire que nous sommes tous multiples. Quand j'écris un roman, je suis tous les personnages. Heureusement que j'ai le papier pour me défouler. Peut-être que dans la vie, je serai une sorte de multiple. Donc là, j'ai le vrai Didier Van Cauwelaert en face de moi. On est bien d'accord. Jusqu'à présent, on verra après la prochaine pause. Mais pour l'instant, c'est moi. Bon. Alors, vous disiez, essayons de trouver une explication. Vous avez prononcé une formule qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire hystérie de conversion? Parce que c'est une des hypothèses pour expliquer le phénomène. Alors ça, c'était le docteur Jean-Martin Charcot, le célèbre mandarin de la Salpêtrière, qui soignait donc ce qu'on appelait à l'époque l'hystérie. On est à la fin du 19e, au début du 20e. Oui, c'est ça. Et Charcot soignait avec une manière très particulière, dans sa grande salle de la Salpêtrière, en public, sur estrade, ces personnes. Vous avez dû voir des photos, des femmes généralement très fortes, très difformes, avec vraiment tous les troubles intérieurs sortaient vers l'extérieur. D'accord. Et c'était aggravé par, tout à coup, le fait de parler des langues bizarres, d'être une autre personnalité tout à coup. De perdre des dizaines de kilos ou d'en gagner. Oui, surtout d'en gagner. Mais alors ça a disparu. Et pourquoi ça a disparu? Grâce au traitement de Charcot, qui était l'exposition publique et l'hypnose en public. Oui. Et en fait, c'était des personnes que la psychanalyse soigne aujourd'hui, même si les symptômes sont beaucoup moins, c'est-à-dire des gens qui étouffent en eux-mêmes, qui somatisent parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs problèmes. D'accord. Et c'est leur corps qui exprime leurs problèmes inconscients par ce genre de prodige. Voilà, mais on a, à mon avis, un peu trop hâtivement assimilé les personnalités multiples à ces cas d'hystérie que traitait Charcot. Alors, on disait tout à l'heure, ça pourrait être un faux syndrome, finalement, mais vous avez des arguments, vous, de ce côté-là. Oui, alors, faux syndrome, c'est-à-dire on s'imagine qu'on a ça et c'est purement psychosomatique. Oui, d'accord, simplement... il y a des modifications biologiques réelles qui ont été constatées. Et alors, outre que ces personnes présentent ces personnalités multiples présentent des structures d'ondes cérébrales différentes, on leur a fait des électroencéphalogrammes, et quand c'est qu'en fonction de la personnalité qui les occupe, c'est pas différent. Même... Mais même la voix change. L'empreinte vocale change. Or, vous savez qu'on a tous une empreinte vocale comme on a les empreintes digitales ou une empreinte génétique. Et si, je vous le confirme. Non, je vous dis non. Vous n'avez pas... Non. Adressez-vous aux experts de police scientifique qui vous diront que l'empreinte vocale n'existe pas. On peut trouver des correspondances, on peut identifier les fréquences sur les cadences. On ne peut pas parler d'empreinte vocale. Mais... En tout cas, je ne suis pas moi-même un expert. Mais en tout cas, les cadences vocales, les similitudes spectrales, comme disent les experts, que je connais aussi, peut-être pas les mêmes. On connaît pas les mêmes. Donc, on définit sur une même personne qui parle sous des identités différentes, bien des différences spectrales dans la voix. Mais il y a encore plus incroyable que ça. On parlait tout à l'heure de certains qui ont une allergie ou pas. Il y a le problème des yeux. Certains sont myopes, d'autres sont astigmates, d'autres sont hypermétropes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent se déplacer avec 5 paires de lunettes différentes, suivant la personnalité qui prend le contrôle d'eux-mêmes. Et une autre qui a un regard d'aigle, carrément. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans la puissance de l'esprit, d'une construction de l'imaginaire, parce que c'est de cela aussi qu'il est question, ou alors on imagine que c'est une possession d'entités extérieures qui viennent atterrir en vous. Bon, ça c'est un autre débat. Bon. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est les manifestations extérieures. Là, on peut se prononcer. Et puis des gens qui sont des personnalités qui ont des dons artistiques différents, des femmes qui ont leurs règles 3 fois par mois.
Parce qu'elles ont... Parce qu'elles changent. Chacune de ces personnalités, quand elle occupe le corps, et qui n'ont pas le même cycle, a son propre cycle. Là encore, on est peut-être dans des choses totalement psychosomatiques, mais les manifestations sont réelles. Alors, je vais vous poser une colle, je vais vous demander de la résoudre en à peu près une grande minute, qui nous reste avant la prochaine pause. On parle souvent, et on associe souvent, ces phénomènes à des femmes. Eh bien, il y a des hommes. Ah oui. Et vous vous êtes renseigné. Oui, un certain Cameron West. Oui. Lui, le cas de Cameron West était assez intéressant. C'est un cas récent. C'était il y a moins de 20 ans que ça a commenccommencé. Là encore, une enfance maltraitée. Un grand coming out en 1999 sur le plateau d'Oprah Winfrey. C'est-à-dire qu'il est venu avec sa femme et sa femme a expliqué comment elle vivait avec un monsieur qui était plusieurs, quoi. Voilà, notamment un enfant. Il y a très souvent des enfants qui s'installent aux commandes de ces personnes. Et notamment lui, comme je disais tout à l'heure, a passé un électroencéphalogramme qui a montré justement que l'activité était totalement différente suivant les personnalités. Et ils étaient venus témoigner que c'était possible de vivre avec ce genre de manifestation. Témoigner à l'américaine, c'est-à-dire la femme disait non, c'est très difficile de vivre avec 15 personnes, quoi, à la fois. Donc, sans savoir laquelle on a. Bon. Pour revenir sur l'enfant, par exemple, quand il était cet enfant, il avait par exemple, vous êtes malade, vous prenez un médicament. En dessous de 15 ans, danger de surdose. Eh bien, le médecin prescripteur devait tenir compte de cela pour éviter qu'il ne devienne malade de surdose lorsqu'il était un enfant. Il prend son médicament à 20h et puis en fait c'est l'enfant qui a pris les commandes et il peut faire une surdose. Danger de surdose. Bon, j'ai un léger malaise mais je vais me remettre, on va faire une pause. Restez vous-même. Je vais essayer de rester moi-même. On se retrouve dans quelques secondes, c'est absolument passionnant je trouve comme dossier et on va parler du cas de deux femmes, de trois en fait, puisque l'une de ces trois vous l'avez rencontrée. Les aventuriers de l'impossible. RTL. Les aventuriers de l'impossible, c'est-à-dire mon ami Didier Van Covelart et moi. Nous avons notre cap, comme d'habitude, et aujourd'hui nous essayons de résoudre un mystère, ou en tout cas d'essayer d'éclairer un petit peu un mystère qui plane autour du problème des personnalités multiples. Alors, maintenant, on va prendre des exemples extrêmement frappants que vous avez répertoriés, Didier Van Covelart, et on va commencer par raconter l'histoire d'une certaine Juanita Maxwell. Alors, Juanita Maxwell, je voudrais juste dire, avant de vous laisser raconter l'histoire, que ça se passe d'abord en 1979, que cette jeune femme, dans un accès de colère, va frapper et étrangler une vieille dame qui refusait simplement de lui rendre un stylo qu'elle lui avait prêté. Et la suite, vous allez la raconter parce qu'elle est extraordinaire. Évidemment, il y a le cadavre de la vieille femme, mais Juanita a disparu. Les policiers font leur enquête, ils vont arriver à son identité et ils vont arriver, comme fait tout bon policier, le lendemain matin à 6h, à l'heure du laitier. Mais attention, vous avez dit « elle a tué ». Vous avez employé le mot de Juanita Maxwell. Or, Juanita Maxwell n'est que la structure d'accueil, selon elle, de différentes personnalités, dont la personnalité meurtrière. Et en fait, l'altère, comme on disait tout à l'heure. Et alors, la meurtrière s'appelle Vanda. Et c'est cette Vanda à l'intérieur d'elle qui trouve que la naïve Juanita, donc celle qui normalement est la personnalité dominante, avait prêté un stylo qu'elle le tenait, on ne lui rendait pas, et donc elle est allée étrangler la vieille dame. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'à 6h du matin, à l'heure du laitier, quand les policiers se pointent chez elle, trouvent Juanita endormie, ils la réveillent pour lui dire « vous avez tué cette femme », elle ne se souvient de rien. Non. Parce que Juanita, là, qui a repris les commandes, évidemment, ignore ce que Vanda a fait. Enfin, je dis évidemment dans la logique, bien sûr. Comment on a découvert l'existence de Vanda? Elle a dit non, moi, c'est pas moi. Mais... Non, mais il y avait les témoins. Puis là, on se retrouve au tribunal, et là, il y a cette jurisprudence extraordinaire prise en 1979 dans le comté de Lee, en Floride, puisque, évidemment, Juanita dit, ce n'est pas moi, c'est une des personnalités. Et alors, le juge, contre toute attente, accepte que témoignent les différentes personnalités
de la maisonnée Maxwell, comme on dit la maisonnée à l'ensemble des personnalités. Il y en a tellement chacune d'elles prêtant serment à tour de rôle avec sa voix et son identité propre. Donc là, on est sur quand on lit les minutes du procès, c'est assez extraordinaire. Et Juanita a été déclarée irresponsable. Vu que c'était l'une de ses occupantes qui avait fait ce crime, mais elle a quand même été internée pendant 7 ans, avec bien sûr son altère Vanda qui est à l'intérieur d'elle-même. Ouais. Et une fois libérée, la fameuse Vanda va braquer 2 banques pour aider Juanita à repartir dans la vie. Ah, parce qu'elle n'avait plus de sous, la pauvre Juanita, alors Vanda, c'est... Ah ben c'est ce qu'explique Vanda quand elle prend la parole dans le corps de Juanita, et elle dit, si j'étais pas là, la pauvre, elle s'en sortirait jamais. Bien vu. Donc, je pense qu'elle s'est retrouvée à nouveau chez le psychiatre. Écoutez, c'est une affaire qui a été plusieurs fois. Elle a été libérée, elle a été retournée en prison, mais non, la grande question qui se pose, du coup, au législateur, est-il juste de condamner quelqu'un pour un forfait commis par quelqu'un d'autre, même s'il partage le même corps? D'où la question sous-jacente, un multiple a-t-il droit à des avocats différents pour chacune de ces personnalités? Alors c'est extraordinaire, et comme vous aviez attiré mon attention sur Juanita Maxwell, j'ai cherché un peu de documentation de mon côté. Alors j'ai trouvé une chose formidable, c'est que quand je vous dis oui, elle s'est retrouvée devant les psychiatres, mais cette fois-ci, elle a été soignée. Et un jour, on a déclaré qu'elle était guérie. Donc en 1991, elle a été libérée. Et vous savez ce qu'elle est devenue? Elle est devenue infirmière. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'une infirmière aux États-Unis ne peut pas exercer son métier si elle a un casier judiciaire. Donc actuellement, Juanita Maxwell fait un procès à l'État pour avoir la permission d'exercer son métier d'infirmière. Est-ce que c'est Vanda qui fait le procès pour Juanita, ou est-ce que c'est l'injustice? Allez savoir. Parlez-moi de Cassandra. Qui est Cassandra? Alors Cassandra, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a décidé de gérer le plan d'occupation de la personnalité et de se servir de ce qui, quand même, paraît un syndrome terrible où il y a vraiment de quoi devenir fou si on ne l'est déjà. Et en fait, Cassandra a défini ce qu'elle appelle l'actualisation parallèle. C'est-à-dire que, voilà comment on résume son témoignage. Elle a fait beaucoup de conférences de presse et autres. À tout instant, même si elle n'occupe pas le devant de la scène, ces personnalités de rechange n'en sont pas moins présentes. Et donc, Cassandra peut penser sur plusieurs canaux à la fois, travailler simultanément à la rédaction de plusieurs documents, plusieurs livres. Le rêve, pour vous, pour moi. Ah oui, ça. Voire de dormir pendant que ces autres personnalités s'occupent de la cuisine ou du ménage. Alors, une espèce de cohabitation planifiée. Ça veut dire que quand une de ces personnalités fait le ménage, elle n'en a pas conscience, en fait. L'autre n'en a pas conscience. Non, c'est-à-dire qu'il y a une part d'elle-même qui dort pendant que l'autre travaille et qui... Bon, c'est une vraie énigme qui paraît en effet complètement dingue. On a l'impression d'être chez les fous, mais là encore, on a des manifestations physiques extérieures qui sont la conséquence de ce partage du corps par différentes personnalités, et là qui sont vraiment troublantes. Alors je disais en commençant cette émission que vous alliez parler d'un événement qui vous est arrivé. Ça vous ramène en fait à la veille du bac, je crois, et vous avez rencontré, alors j'allais dire une personnalité extraordinaire, non, 3. Il y en avait une qui s'appelait Sylvie, l'autre Samira, et la troisième Jeanne, mais vous l'avez découvert pas tout de suite, évidemment, j'imagine. En fait, j'ai été amoureux d'une fille, et en fait j'étais amoureux de 3 filles. Il y en avait... Ça se complique. Il y en avait 2 en elle qui m'aimait bien et une 3e qui en aimait un autre. Et c'était la même personne. Donc ça, on était juste après la sortie du film Sibylle, inspiré du livre dont on parlait tout à l'heure, Sibylle Dorset, le film interprété par Sally Field, et le moment où avait explosé ce syndrome. Mais là, c'était assez particulier car à l'interclasse, d'une matière à l'autre, au lycée, je la voyais changer. L'une était vraiment une matheuse, l'autre une littéraire, l'autre une championne de basket, avec vraiment des personnalités. Et au début, tout le monde croyait
se foutaient de nous. Mais et en fait, j'ai beaucoup parlé avec. Moi, je sortais avec Samira et Sylvie. C'était tantôt l'une, tantôt l'autre. Les deux, quand même. En tout cas, oui. Et puis j'avais un copain qui sortait avec Jeanne, la championne de basket, donc qui était totalement différente. Et imaginez les rapports que nous, les deux garçons, on avait quand on essayait de parler de notre amie si peu commune. L'histoire s'est terminée. Non, c'est terminé très mal parce que il y avait une solitude terrible car elle était totalement sincère dans son partage de personnalité et elle ne savait plus qui elle était du tout et au moment des révisions du bac, elle a fini, ce qui malheureusement arrive très souvent dans ces cas de maladie, elle a fini par se suicider. Et on comprend évidemment que le problème des personnalités multiples vous est plus qu'intéressé. À partir de là, c'est vrai qu'on en parlait très très peu en France et je suis tombé sur des livres de psychiatres américains et j'ai essayé de comprendre, surtout de me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. On se dit souvent ça quand il arrive... Quand quelqu'un que vous aimez se suicide, comment j'aurais pu empêcher ça? Et là, on découvre, à la fois ça prête à sourire, cette pathologie, et c'est un drame de solitude terrible quand on ne sait plus qui on est parce qu'on est trop de personnes à la fois. On se retrouve dans quelques instants. Les aventuriers de l'impossible. Jacques Pradel, Didier Van Kovlart. Sur RTL. Et le mystère des personnalités multiples. Un mystère qui commence à se désépaissir quand même largement depuis le début de cette émission. C'est un sujet qui passionne Didier Van Kovlart, qui va maintenant nous emmener au-delà de l'impossible. Ces dernières années, la solitude des multiples incompris a volé en éclats grâce à Internet. D'innombrables sites leur permettent désormais de donner la parole à chaque occupant de la maisonnée, c'est ainsi qu'ils nomment leur structure mentale, et de transformer les squatteurs de leur cerveau en colocataires interactifs. Aussi le syndrome des personnalités multiples, qu'on pensait en voie d'extinction suite à la possible supercherie du cas Sibylle, est-il en pleine expansion, surtout aux États-Unis. Une véritable philosophie a vu le jour, débouchant sur une pensée militante qui fait chaque jour de nouveaux adeptes. Les multiples ne veulent plus être considérés comme des malades mentaux, ni même comme une minorité persécutée, mais comme un modèle social, une avancée psychologique de l'humanité. Pourquoi ? La dictature d'un ego unique est pour eux la source de tous nos maux. Ils professent que chaque individu se compose d'une famille de personnalités, qui doivent s'épanouir dans l'harmonie au lieu d'être niés ou combattus au nom d'une normalité caduque. Place à ce que certains d'entre eux nomment l'individualité. À la manière d'un arbre constitué de colonies unies dans une croissance commune, l'être humain doit apprendre à concilier ses racines et sa diversité. Voilà ce qu'on peut lire dans ces nombreux sites des multiples qui ont pris une telle ampleur et développé une telle philosophie qu'on en est à se demander si nous ne serions pas tous... Vous et moi, arrêtez de me regarder comme ça. Oui. Si nous n'étions pas tous des multiples qui s'ignorent. Alors, des multiples qui s'ignorent, je vais vous prendre la réflexion au vol, Didier Van Kovlart, parce que sous votre plume, quand vous parlez de cela dans le dictionnaire de l'impossible, vous dites que on ne peut pas décider de devenir un multiple. On l'est ou on l'est pas. Alors peut-être vous me direz, on peut l'être inconsciemment, mais il faut un facteur déclenchant pour qu'on s'aperçoive justement qu'on n'est pas tout seul. Alors c'est une phrase terrible parce que on n'est pas tout seul. Moi, quand j'étais petit, quand on voyait quelqu'un qui avait un comportement un peu fantasque, on me disait ah bah tiens, celui-là il est pas tout seul. Oui. Mais bon, voilà. Mais vous me confirmez que les gens qui sont le siège de ces maisonnées, pour reprendre votre expression, ont découvert qu'ils avaient des personnalités multiples, soit simplement dans leur vie quotidienne ou parce que leurs proches en ont été étonnés, soit au cours d'une thérapie psychiatrique. Oui, c'est très souvent autour d'une thérapie en faisant remonter des silences, des secrets enfouis, des violences effacées. Oui. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, on ne naît pas multiple, on le devient. C'est-à-dire que des gens ont essayé
à un moment donné, il y a eu cette mode terrible. Vous savez, comme ce fléau de l'anorexie, où tout à coup, les jeunes filles veulent ressembler à ces mannequins. Eh bien, il y a eu une phrase terrible qu'avait prononcée la fameuse psy sujette à caution, Dr Cornelia Wilbur. Elle avait dit les gens à personnalité multiple vieillissent beaucoup moins vite que les autres. Ah oui, donc et à un moment donné, moi aussi. Voilà, genre c'était le régime personnalité multiple de manière à vivre mieux. Et ce qui, quand on regarde maintenant plusieurs cas, arriverait, c'est des gens qui sont alors qu'ils sont tout le temps en activité. Certains ne dorment quasiment pas, justement, apparemment, alors qu'une part de même de leur cerveau dort, un peu comme chez les dauphins, vous dormez que d'un seul hémisphère. Mais bon, c'est vraiment pas un modèle à suivre parce que les conséquences sont dramatiques. Et puis maintenant, en cas de divorce, c'est reconnu, il y a une jurisprudence. Ah oui, alors ça... Hein, elle vous a bien plu, celle-là. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'est une dame simplement qui était au tribunal pour... traînée au tribunal par son mari pour adultère et qui a demandé l'indulgence du tribunal en disant que celle qui commettait, il faut l'entendre avec un S, celle qui commettait l'adultère, c'était pas elle. Bon, voilà, c'était les autres. Mais moi, il faut que je vous raconte une histoire très rapidement qui m'est arrivée dans les années 90 quand je faisais l'émission Perdue de vue. Donc, vous connaissez le principe de l'émission, chercher à trouver, à faire se retrouver des gens. Et un jour, on a un coup de fil d'un institut psychiatrique de Paris, Maison Blanche, qui nous dit, écoutez, vous pouvez peut-être nous aider en diffusant un message à la télévision et en diffusant la photo d'une jeune fille que la police parisienne nous a amenée parce que tout simplement on l'a trouvée errante dans les environs de la gare du Nord. Cette jeune fille est extrêmement curieuse parce qu'elle semble muette. Elle est totalement sourde, elle ne s'exprime qu'en faisant des dessins, et ces dessins sont assez terribles parce que ce sont des dessins, un petit peu des dessins comme une BD, quoi, si vous voulez, mais qui semblent désigner des rituels de magie noire, des sabbats de sorciers, des choses comme ça. Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire, elle a été très longue, on a enquêté pendant presque 6 mois, et on a découvert, et même on est allé filmer cette jeune femme, qu'on avait appelée Danielle, c'est les psychiatres qui l'avaient appelée Danielle, et comme on nous avait dit qu'elle était sourde, on a laissé tomber derrière elle pendant un enregistrement des énormes bobines qui contenaient des films, des bobines métalliques. Ça fait un barouf terrible, même les gens qui savaient qu'on allait le faire ont sauté au plafond, et elle n'a rien entendu. Et on a découvert, et j'en terminerai par là, beaucoup plus tard, que elle était britannique, et que depuis des années, elle fuguait. Elle sortait de chez elle, on l'a retrouvée une fois en Espagne, une fois au Danemark, une fois à Paris, et toujours avec une personnalité différente. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde, elle parlait parfaitement anglais. On l'a rendue à ses parents, et après, on n'en a jamais plus entendu parler. On se retrouve dans un petit instant. Les aventuriers de l'impossible. RTL. Nous sommes en compagnie de Didier Van Covelart et c'est la dernière partie de cette émission consacrée au cas de personnalités multiples. Et vous avez pu juger par le nombre d'exemples qu'on vous a proposés que, en tout cas, sans se prononcer, on peut dire que ça n'est pas si rare que cela. Alors, Jacques, parlons chiffres, oui. Aux États-Unis, selon les estimations des psychiatres, entre 20 000 et 1,5 million d'Américains seraient victimes de ce syndrome. Un chiffre énorme. Des personnalités multiples, dont on a changé le nom d'ailleurs après le scandale de l'affaire Sibylle, oui. Et c'est du trouble dissociatif de la personnalité. Mais le fait de changer de nom n'a pas changé les symptômes de la maladie. Absolument. Mais alors, on parlait de cette femme adultère qui avait demandé l'indulgence du juge qui l'a d'ailleurs pas suivi en disant mais c'est pas moi, c'est les autres. Vous avez évoqué le nom de Thomas Husky. C'est quand même quelqu'un qui avait tué 4 fois, je crois. Oui, alors. Et qui s'est retrouvé devant un tribunal. Et là, l'accusé a protesté auprès du juge. Alors, Thomas Husky. Parce qu'il disait, c'est pas moi qui ai tué. Était amnésique. Il était, les psys l'avaient déclaré amnésique. Et il hébergeait à son insu, donc, un altère. Rappelons donc l'une de ses personnalités multiples, un altère du nom de Kyle, qui avait spontanément avoué, lui, ce Kyle, l'assassinat de 4 femmes.
Mais après, quand Kyle était parti, remplacé par un autre, les autres disaient « moi j'y suis pour rien », les autres personnalités. Et donc il s'agissait de plaider l'irresponsabilité partielle, donc de préserver l'honneur des alters qui étaient absents lors des crimes. Et l'avocat avait déposé une requête pour que justement il ait un confrère par personnalité multiple. Par personnalité, voilà. C'est extraordinaire. Ah bah là le juge n'a pas suivi, il a rejeté cette demande de défense dissociative et Thomas Husky et ses 20 autres individualités ont été déclarées solidaires et coupables. Et ils sont encore en prison. Là, on parle et on a beaucoup parlé d'accusés jusqu'à présent. Mais on va voir que cette affaire de personnalité multiple peut produire des victimes. Alors, je ne sais pas s'il faut que je vous parle de Sarah ou de Jennifer, mais je vais vous parler de Sarah. Sarah, ça se passe en 1990. Eh bien, c'est une orpheline, hein, Sarah, qui est âgée de 27 ans. Elle a 46 personnalités. Et un jour, un monsieur va l'emmener en voiture faire un tour, et ça va se compliquer gravement, mais ça, vous allez nous le raconter. Donc, cette jeune fille... charmante, assez perturbée, très occupée, comme vous l'avez dit, par 46 personnalités, mais qui avait un cercle d'amis, qui connaissaient tout cela. Et un jour, un jeune homme l'embarque dans sa voiture et il demande à parler à celle d'entre vous qui aime le plus s'amuser. Ah, parce qu'il sait qu'elle a des... oui, c'est pour ça ce que je vous disais, ça. Donc il en profite. Et lui dit, le salaud, il la met dans sa voiture. Pas en magasin, quelqu'un. Et alors au début, Sarah, qui elle est très sage et tout, mais il est de notoriété publique, qui est l'une de ses composantes, répondant au prénom de Jennifer, elle est très très chaude et très et ça va se terminer par un acte sexuel, sauf que c'est-à-dire que Jennifer prend alors le contrôle, on l'appelle. Elle vient, apparemment. Oui. Elle devient donc Sarah se laisse complètement envahir par cette personnalité de Jennifer, et par qui prend le contrôle de ce corps en indivision, si je puis dire, qui du coup se laisse posséder. Donc il s'agit bien d'un viol aggravé par l'abus de faiblesse. Voilà, parce qu'après elle va porter l'accusation. Elle va porter plainte pour viol. Eh oui. Puisque donc redevenue Sarah, elle a été violée. Et là, c'est l'accusé qui va se défendre en disant oui, mais c'est pas elle que j'ai pas violé. L'accusation, elle était consentante. L'accusation dit c'est viol aggravé par l'abus de faiblesse, et puis puisque l'agresseur connaissait le trouble mental de Sarah et qu'il en a profité. Et la défense riposte, non, puisque Jennifer, qui occupait le corps au moment du viol, elle était consentante. C'est une question d'actualisation de l'occupation, vous voyez. Ouais. Mais le président a très bien actualisé tout ça à la fin du procès. Je nuancerai votre optimisme, parce que au terme d'un procès quand même assez homérique, qui verra se succéder à la barre devant les caméras de télé, j'avais vu un bout du film, 15 témoins de l'accusation incarnés par Sarah, dont un garçon très macho, furieux, je cite, d'être coincé dans un corps de femme incapable de pisser debout. Voilà ce qu'on entendait à la barre. Et à l'issue de ces débats, le juge a déclaré l'accusé coupable de viol, mais il a ordonné sa libération. D'où on peut supposer que ce magistrat était peut-être lui-même en but aux divergences de ses personnalités multiples. Pour terminer, je vais vous mettre une cerise sur le gâteau. On est à quelques secondes de la fin de cette émission. D'une affaire aussi réelle, une femme qui s'appelait Suzanne. En 1995, elle porte plainte contre un psychothérapeute. Pourquoi ? Parce qu'elle était allée le voir pour faire de l'hypnose, pour arrêter de fumer. Il y a plein de gens qui font ça. Et puis et lui s'est aperçu pendant les séances d'hypnose qu'elle était une multiple. Et elle ne le savait pas jusque-là. Mais quand elle s'est réveillée de la séance d'hypnose, elle s'est vue envahie par 3 gros fumeurs. Et donc, au lieu de réussir à arrêter de fumer par l'hypnose, cette malheureuse femme passait ses nuits à fumer cigarette. Enfin, cette malheureuse femme. Les autres, qui étaient en elle, n'arrêtaient pas de fumer cigarette sur cigarette. Elle a attaqué son psychothérapeute en justice. Voilà, eh bien écoutez, méditez sur le cas des personnalités multiples. En tout cas, Didier Van Covelaert, tout seul, et moi, tout seul. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission.